Bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, souvenez-vous, la semaine dernière, nous en étions restés là. Voilà. Moi, je prends ça comme ça. Alors, voilà, nous donner des leçons pendant 2 ans avec jusqu'à encore cet après-midi. Cet après-midi, ce monsieur qui est venu, il a eu la possibilité de venir s'exprimer, il a fait un truc, mais s'il vous plaît, les globistes, corrigez-le. Hein. Charge électrostatique est égale champ magnétique. Je sais pas si quelqu'un peut lui intégrer ça dans la tête. Hein. Ça, c'est même le consensus qui vous le dit. Hein, règle des 3 doigts, ou en tout cas, même pour la charge électrostatique, hein, tu as une charge électromagnétique aussi. Voilà. Il ne connaît pas les équations de Maxwell, hein. Il faut qu'il aille réviser. Je ne suis pas expert en la matière, loin s'en faut. Mais parlons-nous bien du même Maxwell, celui qui a posé les bases de l'étude de l'électromagnétisme? Si oui, alors j'avoue ne pas être en mesure d'utiliser ces équations. Mon niveau en maths ne me le permet pas. En revanche, mon niveau en lecture me permet de comprendre que ces équations ne démontrent pas qu'un champ électrostatique engendre un champ magnétique. Elles précisent bien qu'en régime stationnaire, les champs électrostatiques et les champs magnétiques sont indépendants. Maintenant, si Noether est plus fort que Maxwell, qu'il demande à Dominique Mas de lui prêter son magnétomètre et qu'il nous montre l'inverse. La question que je me pose depuis le début que je m'intéresse à cette c'est comment est-ce que vous pouvez démontrer que la Terre est plate? Que c'est pas un globe parfait, il y a plein de formations. Excuse-moi, ça va pas le faire, Herman. Oui, Ça j'ai va pas le déjà faire. répondu qu'il y avait des preuves directes et indirectes. Oui, Donc, mais ça va pas le faire. Comment est-ce qu'il va prouver que c'est un globe? Euh, Comment euh, il prouve que c'est un globe avec des modèles, des simulations et des dessins? oui. Avant ça, il faut déjà régler le problème de micro et de bande passante, Herman. Ou sinon, il y a rien du tout. Il y a pas de terre plate, il y a pas de globe. Il était une fois le vide. Il faut absolument régler ces problèmes de bande passante et de micro, parce que le micro crash. Il y a des lags, il y a des coupures. Je me concentre pour t'écouter, mais les années font que je perds des pourcentages auditifs. Donc il faut absolument régler ce problème-là, sinon il y aura pas de, on pourra pas. C'est pas quelque chose qui pourra rester parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Il faut vraiment déchiffrer. De mon côté, je dois déchiffrer ce que tu racontes. Il faut absolument régler ça. Excuse-moi, Zed, mais même s'il règle son problème de micro, je pense pas qu'on comprendra plus ce qu'il a à dire. Hein. Il veut se placer maintenant, ce que j'ai compris, la genèse de la Terre plate, c'est ça. J'ai pas, allez, oui, comment pouvez-vous montrer la Terre plate? Tu vois, c'est des questions, moi j'appelle ça des questions pourries. Habiba, ah merci. Euh, c'est des questions détournées où quelqu'un d'intéressé au sujet sait que c'est des questions auxquelles je peux pas honnêtement répondre. Ici, je demande comment les biplatistes peuvent démontrer que la Terre est plate. Ils l'affirment haut et fort, c'est donc qu'ils sont en mesure de le démontrer, non? Réaction de Z, j'aurais demandé des preuves sur la genèse de la Terre. Comprend-il seulement ce qu'on lui dit? Allez, soyons pas mesquins, ma connexion Wi-Fi était très mauvaise, c'est certainement pour ça. Qui nous donne le budget de la NASA, hein, on lui la montrera. Cette réplique-là vaut son pesant de cacahuètes. Qu'il nous donne le budget de la NASA et on la lui montrera. Doit-on comprendre ici que nos théoriciens de la biplate ne disposent d'aucune preuve factuelle? Ça commence mal. Je vais écouter. Par contre, il y a des partages essentiellement. Hein. Moi, je n'ai pas trop envie de parler. Je vous dis, il y a un canal, il y a pas plein de choses à partager. Donc, éventuellement, sur ce qui va être dit, donc demander des preuves. Les preuves, il y en a des centaines, preuves indirectes, bien sûr. Alors après, moi, je ne suis pas là pour me faire répondre à un procès, style répondre aux questions d'un procureur. Donc, il n'est pas question de ça. Donc, si on attaque, moi aussi, j'attaque et je vais demander des comptes sur un modèle qui est faux et prouvé comme étant faux, y compris avec le Big Bang. Des prix Nobel l'ont déclaré. Hein, la notion de vide, ou qui n'est plus vide,
avec les électrons qui se baladent, qui apparaissent de nulle part, et puis on appelle ça du vide quantique, alors qu'avant ça s'appelait de l'éther. Bon, bref, tout ça c'est de la terminologie. Donc s'il faut rentrer dans le combat argumentaire, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il va sortir les IMARS, moi je vais sortir les orgues de Staline, ou les missiles hypersoniques, hein, pour parler en langage guerrier, si c'est à la mode. Tout est prêt, il y a tout un canal, donc je suis prêt à partager. De toute façon, Z, je te fais confiance. Tu as tout ce qu'il faut, donc j'ai même pas besoin de me fatiguer. Voilà, j'en dis pas. Mais non, évidemment qu'ils en ont des preuves. Quel médisant malveillant je suis, franchement. C'est honteux d'être à ce point médisant et malveillant. Je devrais m'auto-flageller pendant 3 semaines pour expier cette faute. Alors voyons les preuves que nous présente Nofir. De toute façon, les coupes géologiques, on en a parlé aussi déjà. Tu traverses toute la France de Brest à Strasbourg, où les relevés topographiques et les coupes géologiques ne tiennent pas compte d'une quelconque courbure, donc qui retourne à l'école. Une coupe géologique. À quoi sert ce genre de schéma? À savoir ce que l'on a sous ses pieds, pas à étudier la forme de la Terre, juste son sous-sol. Les gars qui ont fait ce schéma n'en avaient rien à faire des platistes, ce n'est pas leur problème. Leur besoin à eux, c'était de pouvoir dire facilement ce qu'il y a sous leurs pieds, à 50 km à l'ouest de Paris par exemple. Leur schéma est bien doté d'une échelle pour ça, et c'est plus facile de repérer les distances sur une ligne droite que sur un arc de cercle. Vous noterez d'ailleurs que ce schéma n'a pas la même échelle en altitude. Ce schéma n'est donc pas une représentation de la réalité, juste un outil pour comprendre le sous-sol. Se servir de ce schéma pour démontrer la Terre plate, c'est comme si Nofir nous avait dit « Tu te rends compte, mon dentiste ne m'a pas parlé de mon bilan hormonal. Je t'avais bien dit que je n'étais pas malade. Là, j'en ai la preuve. » Stupide. Je sais, je vais encore passer pour un méchant haineux, mais à un moment, il faudrait quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. Comme ça, on verra bien. Donc déjà, c'est une première preuve. Donc deuxième preuve, le Tibet, anomalie, c'est plat. Ici, je n'ai trouvé qu'une étude sur l'épaisseur de la croûte terrestre du plateau de Qinghai, au Tibet. Pas certain que ce soit ce dont il parle, mais en l'absence de précision de sa part, pour l'instant, nous ne pouvons pas tenir compte de cet argument. C'est important de pouvoir vérifier ces sources. Ça permet d'une part de s'assurer qu'on parle bien de la même chose, et de vérifier si l'argument présenté est solide ou pas. Si on ne dispose pas des sources, on ne peut pas retenir l'argument. C'est important de vérifier ces sources. D'ailleurs, nous le verrons plus tard. Troisième preuve, l'Arkansas, tous les géologues, le bureau géologique des États-Unis a bien publié, c'est absolument plat sur des centaines de kilomètres. Donc, quelque part... sur 2000 kilomètres même, Nofir, on se retrouve quand même les pancakes et le Tibet, et bon, bah, oui. un peu sur plus petite, ou comme la courbure inexistante. Voilà. Donc, à la limite, bon, on peut pas donner la totalité, mais on a déjà des morceaux. Ici, il ne s'agit pas de l'Arkansas, mais du Kansas. Bon, pas bien grave. Une étude démontre que cet état est aussi plat qu'un pancake en se basant sur les données du Digital Elevation Model, des données altimétriques. Autrement dit, l'élévation verticale d'un point P par rapport au niveau de la mer ou à celui du géoïde. Bref, il ne s'agit en aucun cas d'une étude sur le géoïde, mais sur l'altitude. Encore une fois, Nofir et Z sont aussi efficaces dans leur démonstration qu'un bulot mort. Pardon, j'essaie de Oui. parler. C'est Robert Hooke, c'est plutôt Robert Hooke, il me semble, Leibniz, et le plagiat après de Newton. C'est Newton, Oui, encore une fois, qui a plagié. Ouais. Oui, mais Leibniz, ce calcul différentiel, et Halley était pour la Terre creuse, ainsi que Euler. Lui, il a carrément créé un modèle de la Terre creuse avec ses équations. Donc, on a repris ces équations pour tout ce qui est calcul de fusées, etc., de missiles intercontinentaux. Mais Euler, lui, il était pour une terre creuse, 800 km d'épaisseur. Donc tout ça, c'est totalement mis sous le tapis. Il faut pas en parler parce que ça dérange.
Donc, ils n'étaient pas du tout pour une bouboule avec du fer au centre et puis une croûte de silice tout autour. Attention, Halley pensait effectivement que la Terre pouvait être creuse. Rappelez-vous qu'à l'époque, Cavendish n'avait pas encore mesuré la constante gravitationnelle. On ignorait donc la masse de la Terre. Donc, avec les connaissances dont il disposait, oui, il pouvait défendre l'hypothèse d'une Terre creuse. Astronogeek a fait une vidéo à ce sujet, le lien en description. Mais jamais Halley n'a défendu une Terre biplate. Je signale en passant que la croûte terrestre qui est constituée de silicates, qui sont légers par rapport au noyau théorique de fer et de nickel, si cette boule tourne, la densité voudrait que le fer et le nickel et les plus lourds soient à l'extérieur, sur la croûte. Ce soit la croûte et les éléments légers à l'intérieur, comme une centrifugeuse. Logique, non? Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc, quand on est statique, c'est bien les éléments lourds qui restent au centre. Bon, ça, c'est encore un truc que je ne vous avais jamais dit. Mais c'est une petite nouveauté, une petite perle pour ce soir. Voilà. Soit une masse de 1 kg posée sur le sol. Elle subit une force d'environ 9,8 newtons verticale de haut en bas. Nofir va encore nous dire qu'il ne faut pas parler de force en relativité générale, mais laissez tomber un poids de 1 kg sur vos orteils et ils vous diront que eux, ils l'ont bien senti cette force. Partons du principe que nous nous trouvons à l'équateur afin de maximiser l'effet centrifuge pour favoriser Nofir. Mais pourquoi tant de haine, Herman? Pourquoi? Nous avons donc une masse de 1 kg qui subit un tour par jour à 6000 km du centre de rotation. Elle subit donc une force verticale de bas en haut phénoménale de 0,03 newton. D'après vous, qui va l'emporter de la gravité ou de l'effet centrifuge? Je vous laisse 30 secondes pour trouver la bonne réponse. De quoi je parlais dernièrement? Ah oui, de vérifier ses sources. Là, moi, on l'a dit, avec Z, on l'a dit X fois, des dizaines de fois. Depuis 2017, on a passé notre temps à la débusquer, la débunker. Donc, le jour où vous pouvez prouver la gravité, peut-être que je changerai d'avis, mais là, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de rotation, ça a été fait et refait, et on l'a prouvé et reprouvé. Michelson, Gale et compagnie. Les expériences de Michelson n'ont jamais eu pour but de démontrer la non-rotation terrestre. La rotation terrestre avait déjà été démontrée par James Bradley en 1925, soit 170 ans avant l'expérience de Michelson-Morley et 200 ans avant l'expérience de Michelson-Gale. Il n'y a que nos astroplaticiens de pochette surprise pour conclure que Michelson a démontré la non-rotation terrestre. Jamais Michelson n'a dit que la Terre ne tournait pas. Il voulait, bien au contraire, se servir de la rotation terrestre pour déterminer l'éther luminifère, sans jamais y parvenir. Alors oui, les résultats de l'expérience de Michelson-Gale en 1925 étaient compatibles avec la théorie de l'éther et la relativité restreinte. Mais comme depuis jamais aucune expérience n'a pu confirmer l'éther, et que la relativité restreinte a été confirmée expérimentalement, les liens en description, l'éther luminifère a été abandonné. Alors que Nofir veuille appeler éther le vide quantique, pourquoi pas, nous ne sommes ici que dans la sémantique. Mais cela ne suffira pas à invalider le modèle héliocentrique ni la gravité, qu'elle soit newtonienne ou relativiste. Petit détail que nos astroplaticiens ne semblent pas vouloir comprendre. La relativité générale n'est pas la théorie ultime. Elle est incapable d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur des singularités qu'elle permet pourtant. Elle ne sait pour l'instant pas expliquer l'énergie sombre ni la matière sombre, et il semble bien que la constante de Hubble fasse des siennes. Le Big Bang n'est pas une lubie d'astrophysicien suite à une soirée trop arrosée.
C'est une singularité théorique qui découle de l'expansion de l'univers. Il n'a jamais été et il ne sera jamais observé puisque, d'après cette théorie, la lumière n'existait pas au moment de la singularité. Nous ne pouvons observer que ses vestiges, le fond diffus cosmologique. Donc, il n'est pas impossible de penser qu'un jour, quelqu'un démontrera que le Big Bang n'était qu'une erreur d'interprétation due à une théorie de la relativité générale imparfaite. D'ailleurs, bien des astrophysiciens, des vrais, cherchent à trouver une remplaçante à la relativité générale, et les candidats sont nombreux. Mais pour l'instant, elle est ce que nous avons de plus solide pour expliquer l'univers. J'ai bien dit « pour l'instant ». Mais lorsque le jour viendra où il faudra bien admettre que M. Tartampion aura démontré toute la validité de sa théorie révolutionnaire des spaghettis cosmiques à la bolognaise quantique, ce jour-là, la forme de la Terre ne changera pas. Elle tournera toujours sur elle-même en 24 heures et autour du Soleil en 365,25 jours. Une théorie ne modifie pas les faits, elle modifie seulement notre compréhension de ces faits. Et les faits mesurables et observables sont têtus, ils donnent tort à tous les platistes, qu'ils soient mono ou bi. Et nous allons encore le vérifier avec ce qui suit. Etc. Hein, le vent d'éther. Aujourd'hui, il ne faut plus utiliser le mot éther, mais il faut utiliser le mot vide quantique. Alors que quand tu décris, tu regardes à quoi ça correspond, ça correspond à un milieu avec une constante gravitationnelle, du vide quantique, du vide, etc., etc. Donc en fait, le vide n'est plus vide, et donc ça correspond à de l'éther. Alors, ne pas confondre avec l'éther lumineux. Encore une fois, pas prononcer le mot lumineux. Donc, le vide n'est pas vide d'un point de vue quantique. Donc, du coup, ça s'appelle de l'éther. Sauf qu'il faut plus utiliser ce mot parce que sinon, ça veut dire que automatiquement, ça va déclencher le réflexe de dire ah ben la relativité restreinte, ah ben, c'est faux parce que ça ne fonctionne qu'avec un vide absolu. Ne l'oubliez pas. Il faut supprimer l'éther pour que les relativités fonctionnent. Bon, tout ça, ce sont des paradoxes, des contradictions. Donc, si on... Alors là, je vais simplement me contenter de citer Wikipédia, hein. La relativité restreinte est la théorie élaborée par Albert Einstein en 1905, en vue de tirer toutes les conséquences physiques de la relativité galiléenne et du principe selon lequel la vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur dans tous les référentiels galiléens ou inertiels, ce qui était implicitement énoncé dans les équations de Maxwell, mais interprété bien différemment jusque-là avec l'espace absolu de Newton et l'éther. L'éther luminifère s'entend, bien sûr. La relativité restreinte ne dit pas qu'il faut un vide absolu, elle dit qu'il n'y a pas besoin de cet éther luminifère, puisque c'est bien de ça dont on parlait à l'époque. Nuance. La relativité restreinte s'accommode fort bien d'une atmosphère, heureusement. Donc prétendre qu'il faut un vide absolu... L'affirmation de Noether ici, c'est comme si Z disait qu'il n'avait pas besoin de Noether pour vivre, et que ce dernier comprenait « Aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit ». C'est juste par rapport à l'espace-temps, tu disais qu'elle déformait l'espace-temps. Mais moi, j'aurais bien aimé comprendre... Non, une marche. C'est une question pourrie. Regarde, pour comprendre l'espace-temps, tu dois comprendre le vide, la vitesse de la lumière dans le vide. Si t'as pas compris ça, à la base de ça, et que tout le reste, c'est que l'esprit fertile ou l'esprit tordu peut-être de certains êtres humains. Mais c'est une construction abstraite et mathématique. Il n'y a aucune existence physique à l'espace-temps. Nous vivons bien tous dans un espace en 4 dimensions. Les 3 de l'espace et celle du temps. Lorsque je quitte mon salon au rez-de-chaussée pour me rendre dans ma chambre à l'étage, je me déplace bien dans les 3 dimensions spatiales. J'ai parcouru quelques mètres en hauteur, quelques mètres en longueur et quelques mètres en largeur. Et je me suis déplacé de quelques minutes dans le temps entre mon point de départ et mon point d'arrivée. C'est ça l'espace-temps. Ah, voilà, Voilà. Mais moi, j'avais jamais réussi à comprendre comment on pouvait déformer l'espace, tu vois. Mais c'est quoi cette Avant de dire déformer, il faut dire c'est quoi? Voilà. C'est quoi? Eh ben, c'est une équation mathématique que tu prends, que tu plies en deux. Voilà, c'est celle-là. Tu prends la feuille, eh ben, c'est ça. L'espace-temps,
Et il faut croire que ça, c'est quelque chose de très concis et fonctionnel, quoi. Hein. Alors qu'on n'est pas on n'est pas dans l'expérimentation quand même. C'est cette physique théorique qui a décidé d'exclure, hein, par a priori, hein, on enlève. Vous savez, on est trop loin dans l'histoire. Parce que le début de l'histoire, on peut plus revenir dessus, alors que le début de l'histoire est faux. Donc tout ce qui vient après, c'est caduque d'en parler, dire oui, est-ce qu'on va remettre en doute, on va pas. Mais évidemment qu'on remet en doute, vu que le début et la construction, sur quoi ils se sont basés pour formuler ça, c'est le garbage in, garbage out des mathématiciens. Quand les mathématiciens te disent, ben moi, je calcule. Avec les données que tu vas me faire, moi je calcule, je te sors quelque chose. Eh bien, le mathématicien, quand tu vas lui donner de la merde, il va bien calculer, le mathématicien. Les mathématiques, c'est super. Ça marche, c'est pratique, hein, c'est pratique, hein. Mais si tu lui donnes des trucs de merde, ben, il va te sortir des trucs de merde. Donc c'est un peu ça, l'espace-temps. C'est un calcul abstrait pour fabriquer une réalité qui n'existe pas. Il s'avère, ceci a été démontré expérimentalement, les liens en description, que lorsque je me déplace dans l'espace, mon déplacement dans le temps est différent pour moi que pour le témoin qui reste immobile. La vitesse de déplacement comprime la dimension temps. La masse en fait autant, ce qui est démontré par les lentilles gravitationnelles et le déplacement apparent des étoiles au voisinage du Soleil. Nos amis de la biplate vont nous inventer une explication différente, mais ils n'en apporteront jamais aucune preuve. Tout simplement. C'est l'espace-temps. Maintenant, on va te faire avaler le métaverse, les multivers, pardon. Donc là, on va te faire croire que c'est une réalité, alors que n'importe quel physicien honnête va te dire que tu pourras jamais prouver un truc pareil. C'est une vue de l'esprit, une construction mathématique à 100%. Et malgré ça, on va te faire des films de science-fiction, on te fait de la BD, on te fait du bourrage de crâne pour que ça rentre dans ton crâne et que tu l'intègres et que tu vas croire, encore une fois, en la science, à la religion science, alors sténographie mentale. Donc on te fait croire, on est bien dans la croyance, parce que ça ne peut pas être physiquement, réellement prouvé expérimentalement. Ça ne sera toujours que du calcul mathématique et rien d'autre. Waouh, maintenant même les auteurs de SF et de fantasy sont des membres influents d'un complot planétaire qu'ils auront bien du mal à démontrer. Quand on lit un livre de science-fiction ou quand on regarde un film de fantasy, on sait pertinemment que ce n'est pas la réalité. Alors essayez de nous faire croire que ces auteurs de SF et de fantasy essayent de nous faire croire que leur production est la réalité, c'est juste complètement stupide. Quant au multivers, on est ici dans de la physique théorique. On se pose la question, et si nous étions dans un multivers, et on regarde ce que ça pourrait donner, les conséquences observables, les possibilités de le vérifier, etc. Mais personne dans le milieu de la recherche en astrophysique n'a jamais prétendu que le multivers était un fait avéré. Personne, sauf nos deux astrophysiciens de pochette surprise qui tentent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Je précise quand même que quand vous prenez un livre de thermodynamique, ou de dynamique des fluides, ça concerne à la fois les gaz et les liquides, on vous dit, c'est écrit explicitement que les gaz et les fluides, donc les liquides, dans les écoulements thermodynamiques, ne sont pas soumis à la gravité. Les gaz sont antigravitationnels, ils occupent le maximum de volume. Bon, prends-toi ça dans la gueule. Quel livre? Pas de source, pas de preuve. Mais s'il fallait tenter une hypothèse, je dirais que Nofir nous parle ici de la thermodynamique dans un système fermé. Or, la Terre n'est pas un système fermé, et la variation de la pression atmosphérique en fonction de l'altitude vient nous montrer toute la fragilité de son hypothèse. Quant à prétendre que les gaz sont antigravitationnels, si la Terre est dotée d'une atmosphère, c'est bien parce que sa gravité est suffisante pour piéger cette atmosphère autour d'elle.
C'est pas la peine de venir encore la ramener. Le jour où tu me prouves la gravité, hein, Herman et compagnie, bah là tu pourras venir discuter. Mais si tu n'as pas de preuve de la gravité, quelle est l'origine de la gravité, d'où ça vient, hein, ah bah là, c'est pas le fait que ça tombe. Parce qu'il y a des nuages qui ne tombent pas, de l'eau qui ne tombe pas, et tu as plein d'autres choses qui ne tombent pas. Donc le fait que ça tombe, c'est pas ça qui prouve la gravité. Ça ne dit pas ce que c'est. Ça, c'est juste le phénomène décrit. Mais ça peut s'expliquer autrement. Tout près de chez moi, sur le plateau de Saint-Max, il y a un club de vol à voile. Les week-ends, quand il fait beau, on voit régulièrement des planeurs qui font des cercles dans le ciel. D'autres, ailleurs, pourraient voir des rapaces en faire autant. J'ai moi-même eu l'occasion de faire un baptême de parapente. Là aussi, on faisait des ronds dans le ciel. Pourquoi ? Pour profiter des vents ascendants. Alors si un vent ascendant peut soulever un rapace de 3 kilos, 2 parapentistes ou un planeur, pourquoi ne pourrait-il pas soulever des gouttelettes d'eau ? J'en ai parlé 2 fois, là et là. Vous pouvez aussi prendre des cours de météorologie, ce sera certainement plus précis que ce que j'ai dit. Le compartimentage, et ici c'est un flagrant délit quand on fait de la thermodynamique. Là, Nofir, il parlait de thermodynamique, hein, tu sais, les gaz chauds, les gaz froids, le chaud, il continue à monter, le froid, hein, il descend, mais cette histoire de ça, la convection, avec la convection qui va pas, qui s'arrête pas, parce que la convection, elle devrait aller jusque dans l'espace intersidéral, mais il y a pas de convection. Il n'y a pas c'est autre chose qui vient expliquer en tout cas des phénomènes où eux vont attribuer des propriétés chaud ou froid, hein. Ils s'en foutent en réalité de la gravité. Mais là où on peut, vous savez, c'est l'histoire du couvercle, hein, l'histoire du couvercle au-dessus de la Terre qui va dire au nuage ou autre chose, ou au gaz, hein, on est dans la thermodynamique, d'arrêter de monter, hein. Là aussi, il faudrait revoir les cours de physique. L'air chaud monte par rapport à l'air plus froid car il est moins dense. Pas de différence de température entre les deux masses d'air, pas de mouvement de masse d'air. C'est aussi simple que ça. Alors, lorsque notre courant d'air chaud arrive tout en haut de l'atmosphère, il n'y a plus d'air froid pour le faire monter. Alors, simple effet de densité, l'air, même chaud, sera toujours plus dense que le vide. Pas besoin de couvercle. Pour être précis, il y a quand même toujours un peu d'air qui s'échappe du fait des vents solaires. Ils vont expliquer, eux, autrement. On parlait d'une succession de couches qui sont polarisées. Hein, c'est l'électromagnétisme et exclusivement ça. Et il n'y a pas de gravité. Et d'autant plus que, le compartimentage thermodynamique, c'est le flagrant délit. Ça, c'est un flagrant délit. Il n'y a pas de gravité. Il n'y a pas de gravité. Voilà, ils s'en foutent de la gravité. Voilà. Donc, juste ça. D'où tiennent-ils cette certitude que les couches d'air sont polarisées ? Ils sont allés faire des mesures là-haut ? Non. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Si Zed ou Nofir veulent nous parler de la ionosphère, il convient de leur rappeler que celle-ci commence à 60 000 mètres, soit 6 fois plus haut que les plus hauts nuages. Raté donc. Et puis, polarisé comment ? Électrostatique ou électromagnétisme ? Et si c'est de l'électromagnétisme, il n'existe pas de monopôle. Alors comment des couches de gaz à orientation magnétique opposée peuvent-elles se structurer et se maintenir dans cette orientation opposée de leur pôle ? Une molécule magnétisée serait aussi irrémédiablement attirée par une autre molécule, elle aussi magnétisée. Comment maintenir un état gazeux dans ces conditions ? Question subsidiaire, ont-ils seulement la preuve qu'un gaz peut être magnétisé ? En revanche, un gaz peut être ionisé, ça on est d'accord. Nous serions alors dans le domaine électrostatique. Sauf que les ions négatifs d'une couche seraient irrémédiablement attirés par les ions positifs de l'autre couche pour échanger leurs électrons et revenir ainsi à l'équilibre, annihilant par là même les différentes couches polarisées. Tout cela me semble très très fragile comme hypothèse, d'autant qu'elle ne s'appuie sur aucune mesure. Allez, on garde la meilleure pour la fin, les bulles antigravitationnelles. J'affiche, il faut aller voir la chaîne de Nofir, je vais mettre le lien dans le truc. Les bulles, moi j'aime bien les bulles, le truc des bulles de savon antigravitationnel. Pourquoi ? Parce que c'est pas Nofir qui le dit.
c'est pas moi qui le dis, c'est un physicien qui le dit. Attiré par le magnétisme, pas par la gravité. Attiré par le magnétisme, pas par la gravité. Alors, arrêtez de nous dire qu'on raconte des conneries, hein. Arrêtez et allez vous en prendre à vos physiciens. Donc, voilà, pour la chaîne, je vais la mettre ici en lien, et puis, c'est ça, hein, affiché, je sais même pas où. Ah, ici, Channel, About, vidéo, voilà. Je vais mettre la chaîne, et... parce De que... temps en temps, je mets une petite cacahuète comme ça, une croquette. Ah ben... Là, je me suis posé bien des questions et j'en reste perplexe. Mais voyons d'abord la preuve apportée par Nofir en personne. Et à l'autre surface. Et ces deux faisceaux interfèrent l'un l'autre. Ce que nous plaçons ici, c'est une bulle de savon et on va projeter son image sur le mur ici. Nous allons baisser les lumières maintenant. Ceci est une bulle verticale. Tandis que le savon redescend sous l'effet du champ magnétique terrestre, les couleurs... Donc il nous dit bien, la bulle de savon redescend sous l'effet du champ magnétique terrestre. Il ne dit pas sous l'effet de la gravité. C'est scientifique. Donc, pour lui, il n'y a pas de gravité. La gravité, c'est de champ magnétique terrestre. Merci. Merci Oui. pour les bulles antigravitationnelles. Ah, j'ai vu, ouais. Ah, il y a un physicien Allez, qui venez va à la recevoir sortie de ça, bientôt la des lettres de vidéo. Herman. Bonsoir Herman. Pourquoi voudriez-vous que je m'en prenne à ce brave physicien? D'autant qu'après 5 longues et fastidieuses minutes de recherche, j'ai trouvé la vidéo originale. Vous savez, celle où on entend la vraie voix du physicien, pas la voix de synthèse à qui on fait dire ce qu'on veut. Et voici ce que ça donne. And what Bryson set up here is a massive soap bubble, and we're going to project it onto the wall here. So if you'd like to take the lights down now. What's happening here is as the soap, this is a vertical bubble, as the soap runs down under gravity, the colours go through a definite order because as the soap runs down under gravity, as the soap runs down under gravity, as the soap runs down under gravity, gravity. Quand je vous disais que c'est important de pouvoir vérifier ses sources, Nofir aurait probablement été bien avisé de le faire, car ici la question qui me laisse perplexe, c'est de savoir où placer le curseur entre la naïveté, l'incompétence et la manipulation. Nofir seul connaît la réponse, mais je doute qu'il ne nous la livre un jour. Petite parenthèse, je ne sais toujours pas pourquoi mon Wi-Fi a fait des siennes ce soir-là, mais rassurez-vous, Zed et Nofir, j'ai remédié à ce souci, et vous avez pu constater que je me suis essayé au live. Vous serez donc bientôt invité chez moi et je suis certain que vous recevrez l'invitation. D'ici là, n'oubliez pas,